La médiathèque L'Albatros vous propose l'envers du décor, le rendez-vous histoire d'Emmanuel. Bonjour Monsieur Levers. Bonjour. Donc, Monsieur Levers est professeur des universités en histoire moderne à l'Université de Lille. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont une biographie reconnue de Robespierre en 2014 aux éditions Fayard, éditée en poche chez Pluriel en 2016. En 2018, toujours chez Fayard, Camille et Lucille Desmoulins, Un rêve de République. Et va paraître début mars dans la collection Que sais-je, les 100 mots de la Révolution française. Alors le thème sera le rôle des femmes durant la Révolution. Alors première question à Monsieur Levers, votre spécialité c'est l'histoire de la Révolution française. Pourquoi avoir choisi la Révolution ? Je suis un peu un historien des années de bicentenaire. Ce sont mes années de formation, la fin des années 1980. Et le sujet de thèse que j'avais choisi était une biographie aussi, une biographie d'un juriste à l'époque de la Révolution, qui est aujourd'hui bien oublié, excepté sur les terres douaisiennes, puisqu'il s'agit de Merlin de Douai, qui a été député à la Constituante, député à la Convention, membre des assemblées du Directoire, ministre à l'époque du Directoire et même directeur à l'époque du second Directoire. Et à partir de ce personnage, comme tout historien, j'ai tiré différents fils. J'ai tiré le fil des avocats, de l'histoire des avocats au XVIIIe et au XIXe siècle. J'ai tiré le fil des relations entre les avocats et la politique. Et c'est un fil qui m'a mené jusqu'à Robespierre, jusqu'à Camille Desmoulins, jusqu'à la Révolution française, et pleinement la Révolution française. Et c'est vrai que ces dernières années, l'essentiel de mes travaux porte sur cette période. Donc c'est un peu un concours de circonstances qui est étayé bien sûr par un intérêt particulier pour cette période qui est particulièrement riche. On a l'habitude de dire que la Révolution française, c'est un peu un siècle en une décennie. C'est un peu vrai. Et c'est vrai qu'après 30 ans de recherche, on n'en a toujours pas vu le bout et qu'on continue à découvrir chaque jour de nouvelles choses. Ce qui fait que je continue à travailler sur cette période. Oui, il y a toujours des travaux sur cette période. Alors vous avez, on l'a dit, écrit une biographie reconnue de Robespierre. Alors quelle était sa position vis-à-vis des femmes et a-t-il contribué à l'évolution de leurs droits ? On est un peu déçus sur ce point de vue-là. Robespierre est un démocrate, incontestablement. Au début de la Révolution, il s'affirme comme tel et il a un rôle important pour permettre les progrès de la démocratie et notamment les progrès d'un suffrage universel masculin qui va être établi en août 1792. Cela dit, sur la question des femmes, il ne prend que très peu la parole. Alors on le voit sous l'Ancien Régime défendre un certain rôle des femmes dans la vie académique, par exemple. Mais il ne prend pas part aux débats, souvent assez discrets, qui ont lieu à l'époque de la Révolution sur la question des femmes. On ne le voit pas prendre position, par exemple, à la différence d'un Condorcet, sur la question du droit de vote pour les femmes. On ne le voit pas non plus prendre position à l'automne 1793 contre la place des femmes dans la vie politique. Fin du mois d'octobre 1793, c'est le moment où on interdit les clubs de femmes. Le 31 octobre 1793, c'est le député Amar qui obtient cette mesure, mais Robespierre ne prend pas part au débat. Donc il est assez discret. Pour lui, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est lié à une conception de la souveraineté nationale, à une conception de la citoyenneté, mais pas à cette place des femmes ou dans la vie publique ou ces droits pour les femmes que d'autres vont défendre, notamment le droit au divorce, le droit à l'adoption, les relations entre le mari et l'épouse. Il ne prend pas véritablement position sur ces questions-là. D'accord. Vous avez cité Condorcet. C'était le seul qui défendait les... Enfin... Non, alors Condorcet est incontestablement le député de la Convention le plus connu qui a
défendu les droits des femmes, puisqu'il les défend dès 1787, donc avant même la Révolution française. Il se prononce déjà à cette époque-là pour une citoyenneté féminine, et il confirme ses convictions en 1790 lorsqu'il se range du côté de ceux qui souhaitent un droit de vote pour les femmes. Il y a d'autres députés qui vont prendre position en faveur de droits politiques pour les femmes, en 1793 essentiellement, des députés qui sont moins connus aujourd'hui, alors certains le sont encore un petit peu, comme Rome par exemple, d'autres le sont un peu moins, comme Ponce de Verdun, comme Guillaumard, comme Le Quignot. Ce sont de rares députés qui plaident, alors souvent sans aller jusqu'au bout, mais ils plaident pour un certain équilibre des droits entre les hommes et les femmes, pas toujours explicitement pour le droit de vote, mais en tout cas pour un accès plus large des femmes au droit de cité. D'accord. Vous avez écrit une autre biographie, on l'a vu, qui concerne le couple Desmoulins, Camille et Lucile. Pourquoi avoir inclus Lucile Desmoulins ? Parce qu'ils forment un couple un peu mythique de la Révolution française, d'une part, et d'autre part parce qu'on a des documents qui concernent les deux personnages. Souvent, lorsqu'on a affaire à un couple à l'époque de la Révolution, et je l'avais rencontré avec Merlin de Douai, qui est marié, qui s'est même marié 2 fois, mais sur ses épouses, on n'a quasiment aucun renseignement. Pas de lettres personnelles, pas de témoignages, pas de journal personnel, si bien que la femme est invisible, en quelque sorte, aux yeux de l'historien. Dans le cas de Lucile Desmoulins, on a un journal personnel, on a de la correspondance, et on a des traces de son activité publique à l'époque de la Révolution. Elle est donc visible, et à partir de ce moment-là, il était intéressant de croiser les 2 biographies et de montrer comment une épouse pouvait adhérer à certaines idées politiques, exprimer sa manière de voir certains événements, et elle s'exprime notamment au moment du procès du roi, elle s'exprime au moment de l'entrée en République, quelques mois auparavant, et on a ainsi un portrait de femme qui est une femme qui a une sensibilité personnelle, mais qui a aussi des convictions, qui sont en grande partie celles de son mari, mais qui peuvent aussi s'en distinguer. À certains moments, Lucile Desmoulins parle par exemple de la condition de la femme à la fin du XVIIIe siècle, et elle se plaint justement de cette toute-puissance du mari sur son épouse, et là on voit bien que ce sont des idées totalement personnelles qu'elle exprime, elle n'exprime pas les idées de son mari, qui va se rallier en grande partie à sa femme, lorsqu'on discutera en 1793 de l'équilibre entre l'homme et la femme dans le couple, mais on a vraiment une citoyenne à part entière qui s'exprime, et de ce point de vue-là, croiser les 2 biographies était non seulement intéressant, mais quasi indispensable pour l'historien, parce que chaque biographie éclaire finalement la biographie de l'autre. Camille Desmoulins s'explique par sa femme s'explique en partie par lui. Est-ce qu'elle a poussé Camille Desmoulins à parler pour les femmes ? Alors, quelle est son influence sur son mari ? Ça, c'est très difficile à dire, parce que là, on n'a pas de traces, bien sûr. Mais on sait que dans le débat important qui a lieu à partir de l'été 1793, et qui va se solder en octobre 1793, dans le cadre d'un premier débat sur l'élaboration d'un code civil, par une décision qui va être d'autoriser l'homme et la femme à avoir un droit égal dans la gestion des biens du couple. On sait que dans ce débat-là, Camille Desmoulins est intervenue pendant l'été, avant la prise de décision, pour dire qu'il fallait attacher les femmes à la Révolution, et que la meilleure manière d'attacher les femmes à la Révolution, c'était de leur reconnaître des droits, et notamment ce droit de participer à la gestion des biens du couple. Ça, c'est une décision qui va être prise en octobre 1793, et c'est une décision qui, dans le droit français, va être réintroduite en 1985. Je dis bien, c'est pas un lapsus, 1985. Elle a été une première fois adoptée en octobre 1793, mais le premier code civil n'a jamais été terminé, n'a jamais été appliqué, mais la mesure a tout de même été prise à ce moment-là. D'accord. Alors, quelles étaient les revendications des femmes lors de la Révolution ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question-là. D'abord parce que les femmes n'agissent pas uniquement en tant que femmes.
Je veux dire par là qu'une femme, c'est aussi une personne qui est issue d'un certain milieu social. C'est aussi une personne qui a un statut, mariée, célibataire, veuve. C'est aussi une personne qui a des convictions personnelles. Et lorsqu'elle agit ou lorsqu'elle prend position, est-ce que c'est parce qu'elle est femme? Est-ce que c'est parce qu'elle est bourgeoise? Parce qu'elle est noble? Parce qu'elle est veuve? Parce qu'elle a des convictions bien à elle? C'est très difficile de faire la part des choses. Toujours est-il que si on veut avoir une vue d'ensemble, c'est vrai que certaines femmes vont avoir, au niveau politique et au niveau social, des revendications. On aura effectivement des femmes qui, ou bien par leur action, ou bien par leurs revendications, par exemple sous forme de pétition, vont demander à ce que certains droits soient reconnus à leur genre. On a des femmes, alors les plus connues, c'est bien sûr Olympe de Gouges, par exemple, parce qu'il y a sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est un texte aujourd'hui très reconnu, mais qui à l'époque passe presque inaperçu. D'accord. Parce que Olympe de Gouges va devenir connue surtout au XIXe siècle, au moment où le mouvement féministe va prendre de l'ampleur et où on va rechercher, à l'époque de la Révolution, des textes qui vont à ce moment-là ressurgir et devenir véritablement célèbres. Toujours est-il que des femmes, effectivement, revendiquent certains droits, qui sont des droits qui peuvent être des droits sociaux, le droit au divorce, par exemple, le droit à plus de droits pour la femme dans le couple, par rapport à son mari, notamment. Ça peut être des droits politiques, mais ça, on le retrouve assez rarement. Ça peut être aussi, étonnamment, surtout en 1792, des droits à s'armer, des droits militaires, le droit pour la femme de s'armer, de participer à la défense de son pays. Ça, Théroigne de Méricourt le demande. On a également des demandes de cette nature qui sont formulées en province, à Calais notamment, en septembre 1792. Il y a une femme Morel, qu'on appelle à Calais la mère Duchesne de Calais, qui demande à ce que ses congénères soient armés pour défendre leur foyer et permettre aux hommes d'aller combattre sur les frontières. D'accord. Alors, en parcourant quelques livres, j'ai vu qu'il y avait les tricoteuses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que ça reste assez flou, en fait. Alors, certaines, et là, vous l'avez sans doute vu dans les travaux de Dominique Godineau, qui est l'historienne, grande spécialiste de l'histoire des femmes pendant la Révolution, qui a travaillé beaucoup sur les femmes qui avaient un rôle politique à Paris en 1793-1794. Ces femmes qui sont des femmes militantes, on les retrouve parfois dans les tribunes de l'Assemblée, elles assistent aux débats politiques. Certaines sont présentes aussi dans des manifestations de diverses natures dans Paris. Elles peuvent être présentes aussi dans les tribunes des clubs. Elles peuvent participer également ou à des clubs mixtes ou à des clubs féminins. Des clubs mixtes, on en compte à peu près, ou tout au moins on en a dénombré à peu près une trentaine en France. Des clubs exclusivement féminins, on en connaît sans doute environ une soixantaine actuellement en France. Et c'est vrai qu'elles vont parfois être critiquées, dépréciées, dévalorisées par certaines appellations, comme celle de tricoteuse qui peut-être fait référence à l'occupation de certaines d'entre elles dans les tribunes de l'Assemblée, par exemple. Mais c'est un terme qui est surtout employé donc, pour évoquer ces militantes féminines, ces femmes engagées, particulièrement en 1793-1794. D'accord.